Oui, Alain-Jacques Valron. Oui, plutôt pour Jean-François, mais peut-être pour plus. On n'a pas parlé d'expérimentation beaucoup, il me semble, ce matin, qui, je croyais, avait tout de même un rôle important pour donner le statut de causal, par exemple, à un facteur environnemental. Par exemple, dans le diabète de type 1, à ma connaissance, il y a eu tout de même quelques exemples d'essais randomisés qui ont été faits pour tester une hypothèse sur un certain nombre de facteurs alimentaires, par exemple. Et on avait des soupçons à partir d'études observationnelles et de corrélation. Et puis, il y a eu un moment où on a fait des essais randomisés. Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu penses que c'est le juge de paix de la causalité, quand c'est possible, ou pas? C'est un sujet qui est un peu complexe. Alors, moi, j'ai présenté quelques diapositives d'expérimentation dans un domaine. Il y en a d'autres, bien sûr. Si je prends l'exemple du diabète de type 1, mais je voudrais aussi citer l'exemple des tumeurs. Le problème, c'est que la réponse n'est pas oui ou non. Il y a, à l'évidence, des informations extraordinairement précieuses tirées de modèles animaux, en particulier en immunologie et en cancérologie. De l'autre côté, il y a des déceptions, pour ne pas dire des exceptions extraordinaires. Alors, comme toujours, et en médecine, ça vaut particulièrement, mais en biologie aussi, les gens sont fascinés par l'exception. Si on voit un malade atteint de goutte et qui a un taux d'acide urique normal, ça arrive à certains moments de la maladie, ce n'est pas la goutte. C'est idiot, la goutte, c'est évident, on n'a qu'à regarder. Bon. Mais les gens sont fascinés par l'exception. Et dans les modèles expérimentaux, il y a des exceptions criantes, des choses qui ne collent pas du tout avec ce qui se passe chez l'homme. Donc je pense que dans ce genre de choses, on peut certainement beaucoup s'appuyer pour la causalité, comme pour les traitements, pour la thérapeutique sur les modèles animaux, en connaissant les limites. Simplement dire, bon, cela n'a de valeur que lorsque c'est prouvé chez l'homme, ça a une valeur absolument certaine, même si, parce que dans le cas du diabète, bon, il y a eu, je ne sais pas, je ne vais pas compter, mais une cinquantaine, une centaine d'interventions chez la souris diabétique. Parmi la vingtaine qui a été testée chez l'homme ensuite, les résultats ont été absolument les mêmes. Il n'y a eu pratiquement pas d'exception. Donc le modèle est totalement prédictif. Dans les tumeurs, par exemple, les cancérologues nous disent que les résultats obtenus dans les tumeurs expérimentales doivent être interprétés avec une prudence extrême, car l'extrapolation est souvent erronée. Donc je crois que ça reste irremplaçable comme modèle, parce que c'est seulement chez l'animal qu'on peut faire certaines expériences, évidemment. Cela dit, il faut, chaque fois qu'on peut, essayer de l'étendre à l'homme dans les conditions éthiques adéquates pour vérifier que ce qu'on a observé chez l'animal était convenable. N'oublions pas, sa dernière remarque que je ferai, l'homme, il est divers, heureusement pour nous. Les souris, quand on était des souris de souche pure, même si on fait des expériences sur 100 souris, 1000 souris, ce sont des copies multiples d'un seul individu. C'est une autre limitation. Alain Jacques, ensuite Gérard Hort. Oui, j'ai mal posé ma question, je m'aperçois. Je parlais pas du tout du problème de l'expérimentation animale, mais de l'expérimentation chez l'homme. Par exemple, dans le diabète de type 1, on a fait quelques essais thérapeutiques que tu connais, de substitution. On avait soupçonné le lait de vache dans les modes d'alimentation. On a fait un essai thérapeutique où on a remplacé le lait de vache par des produits de substitution. Ou bien pour les acides gras aussi. On a fait ça, on a eu un autre essai thérapeutique. Donc là, on avait des soupçons à partir d'études épidémiologiques classiques grâce à des questionnaires, etc., soit des études cas contrôle, soit des études prospectives. Et puis, il semble qu'on arrivait dans ces cas-là à un juge de paix en faisant l'essai, vraiment l'expérimentation chez l'homme. Donc, l'essai randomisé. Par exemple, pour les produits de substitution du lait de vache, on n'a pas trouvé de différence, finalement, dans les deux groupes. Dans l'accord DESI, pour les acides gras libres, on trouve peut-être une petite différence. Enfin, voilà, c'était à ça que je pensais. C'est un sujet... Oui. Uniquement en biologie humaine. Donc, je n'avais pas compris, parce que le terme d'expérimentation, j'utilise toujours avec prudence chez l'homme, parce que c'est quelque chose qui passe, le mot même peut être sujet à discussion. Mais non, il y a des essais qui ont été faits effectivement avec différents régimes alimentaires dans beaucoup de maladies, en particulier dans le diabète.
Aujourd'hui, en tout est vraiment, honnêtement, il n'en sort rien d'absolument clair. Le lait, c'est également quelque chose, bien sûr, pour des raisons différentes, diverses, un peu mythiques. Énormément de choses ont été faites sur le lait maternel par rapport au lait de vache, l'introduction d'une alimentation autre que le lait, à quel âge, etc. C'est très difficile de se faire une idée précise. Moi, je trouve que j'ai fait un exposé la semaine dernière là, au Congrès européen d'allergologie. Ils discutaient de ça encore. Ça fait 20 ans qu'ils en discutent. Ils ne sont toujours pas d'accord pour savoir si le lait maternel est meilleur que le lait de vache, que moins bon. C'est très difficile. Alors, pourquoi il y a telle variabilité? Parce qu'on peut faire des cohortes très nombreuses. C'est facile, c'est pas dangereux. On n'y arrive pas. Là, il y a quelque chose de méthodologique, je pense, quelque part. Je pense que c'est dû en partie à l'hétérogénéité, à la diversité d'autres espèces qui mélangent beaucoup les choses, en sachant qu'en plus, il y a des cultures personnelles à chaque famille, etc. Mais c'est malheureusement plus compliqué que ça devrait l'être. Anne, qui avait envie d'intervenir sur ce point particulier. Il y a une double limite à l'expérimentation. Quand on a une chaîne causale un peu compliquée, avec des possibles ramifications, on ne peut tester qu'une étape à la fois. Si on monte un essai contrôlé, randomisé convenablement, on ne peut tester une étape. Et ça coûte cher. Tester toutes les étapes à ce prix-là, on ne peut pas. Et donc, il y a forcément des choses qu'on ne prouve pas avant de les avoir essayées de façon non expérimentale. Gérard Roth. C'est aussi une question à Jean-François, inspirée par son exposé, aussi par la compréhension que j'ai eue de la question de mon voisin, qui était la tienne sur les expériences. Tu as évoqué donc, la théorie génétique des maladies infectieuses, qui est importante et qui superpose bien entendu à celle de la théorie des germes de Pasteur. Lorsque Jean-Laurent Casanova nous avait exposé cette théorie il y a quelques années, le mot mendélien était prééminent. Les acquis récents, c'est en fait, alors, mendélien, ça veut dire forte pénétrance. La notion actuelle, c'est que ce sont des maladies, ça peut être lié à un défi génétique monogénique, mais de très faible pénétrance. Donc, ça se comporte comme un caractère non mendélien. C'est le cas de l'hépatite, de l'encéphalite herpétique, par exemple, ou d'autres, ou récemment encore, comme ça a été décrit, de cas de formes graves de grippe chez des enfants. Il s'agit toujours de formes rares, de maladies de primo-infection de l'enfant et de sensibilité à un spectre restreint de germes. Donc tout ça, bon, ça laisse un grand champ à défricher dès lors que le problème est bien posé. Alors bien entendu, pour compléter la théorie génétique, ensuite ça passe aux maladies d'adultes, la plèpre, la tuberculose, maladies complexes, polygéniques, enfin bref, on rentre dans le cadre plus général. Mais ce que je voulais simplement souligner, puisqu'on parle d'expérimentation, ce que nous a appris l'étude de ce que sont des expériences de la nature, parce que là, quand on s'intéresse à sensibilité au BCG, par exemple, c'est une expérience de nature, il faut essayer de comprendre ce que la nature veut nous dire. C'est qu'en fait, si chez la souris, tu inactives le circuit interleukin 12 à son gamma, tu rends la souris sensible à tous les germes, virus, bactéries. Et chez l'homme, la même chose, c'est uniquement la sensibilité à des mycobactéries peu pathogènes ou non pathogènes normalement. Autrement dit, ça nous apprend qu'en système immunitaire humain, dans sa lutte contre les maladies infectieuses, il y a une redondance, heureusement, et inversement, ça permet de disséquer les mécanismes qui sont redevables de nos réponses spécifiques à des microbes. Donc tu vois, c'est à la fois, je pense qu'il y a encore beaucoup à attendre de cette théorie, et puis elle peut nous apprendre beaucoup de choses sur la façon dont nous battons contre les microbes et la nécessité d'utiliser l'homme comme modèle et non pas les souris. Ce qui est curieux, néanmoins, c'est intéressant, j'en ai discuté avec Bruce Beutler récemment à Dallas, qui a été un des découvreurs justement chez la souris du gène qui était muté chez ces sujets atteints d'encéphalite herpétique. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des déficits immunitaires particuliers dus à des mutations bien individualisées qui pourraient normalement exposer à les sujets à, disons, contracter des infections assez diverses. C'est formidablement ponctuel.
c'est quand même curieux que ces mutations qui exposent au risque de BCG ne n'exposent pas au risque de tuberculose, particulièrement, ou au risque d'autres mycobactéries. Et c'est vrai pour d'autres mesures. Si on enlève la rate, la splénectomie, bon, on pourrait s'attendre à ce que c'est des effets importants sur les... Ce n'est pas le cas, sauf pour un type de maladie, les pneumopathies à pneumocoque. C'est très curieux. Donc là, il y a la redondance qui explique que finalement ces sujets sont protégés contre beaucoup d'infections, mais il y a quelque part un moment où il y a une maladie particulière, qui est en général une maladie grave. Peut-être que les moins graves, on ne les voit pas, hein, c'est possible. Mais c'est une maladie grave. On est la grippe mortelle chez l'enfant. Heureusement, pour nous, c'est rare. Mais c'est ces formes-là qui sont associées à une telle ou telle mutation. Donc là, il y a une leçon, c'est vrai, à tirer. Ceci n'empêche pas qu'il y a une régulation génétique de la sensibilité aux agents infectieux, polygéniques et environnementales, qui fait rentrer les maladies infectieuses dans le cadre général de ce qu'on a discuté ce matin. Une question ou un commentaire? Oui, merci. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir participé à cette journée. Je suis psychologue expérimentaliste et je travaille aussi avec des technologies d'imagerie médicale. Et il y a 2 points qui je voudrais discuter, notamment avec Anne Fagolargeau l'a déjà évoqué. Les psychologues qui travaillent sur le raisonnement, par exemple, distinguent systématiquement 3 processus: la déduction, l'induction, dont il a été question, mais aussi l'abduction. Et l'on dit en général que l'abduction est précisément le processus de raisonnement du monde médical, c'est-à-dire à partir des effets observés, imaginer des causes et des hypothèses sur ces causes et de les réfuter peu à peu. Et donc, c'est une surprise que le mot abduction n'ait pas été prononcé de toute la journée, mais peut-être que c'est une vision de psychologue qui n'est pas du tout dans le raisonnement des médecins, mais on dit souvent que les détectives, comme les médecins, font de l'abduction. Alors, le deuxième point, plus au cœur de la causalité, qui relie un peu à ce que vous avez dit, monsieur, je fais le parallèle avec ce que nous faisons en psychopédagogie expérimentale, c'est-à-dire qu'on utilise l'imagerie cérébrale en manipulant, comme l'aurait fait en effet Claude Bernard, dans un plan après-test, à post-test immédiat, à post-test différé, et entre les 2 tests, nous réalisons différentes conditions contrôlées d'apprentissage de pédagogie. Et là, la question de la causalité, elle ne se pose pas par rapport à la maladie, mais par rapport à l'erreur. Un enfant qui fait une erreur, ou un adulte qui fait une erreur. Les causes de l'erreur sont multiples. Ça peut être la logique, ça peut être le défaut d'inhibition d'un automatisme, alors qu'on est logique. Et tout cela, on peut l'étudier dans le cerveau. Alors je dirais que ce ne sont que les premiers pas dans ce domaine. Et là, c'est vraiment de l'expérimentation chez l'homme, et validé par des comités d'éthique. Mais il s'agit simplement de pédagogie et d'apprentissage. Et ce qu'il y a là, c'est que c'est à travers ces tests d'apprentissage, qui sont des micro-contextes sociaux construits, en tout cas contrôlés, que l'on peut inférer en retour si l'apprentissage ayant eu un effet, c'est tel ou tel processus en amont qui faisait défaut. Et l'on voit parfois que des enfants qui font des erreurs de logique, vous leur répétez la logique, ça ne sert à rien parce que ce n'était pas la logique qui leur faisait défaut, mais par exemple un processus inhibiteur dans le cortex préfrontal d'un automatisme qu'ils n'avaient pas identifié. Donc là, c'est l'apprentissage lui-même qui nous permet, selon l'apprentissage qui marche ou qui ne marche pas, comme je l'imagine les traitements en médecine ou les thérapies, qui nous permet d'en revenir aux causes. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur ces remarques précises sur le travail en psychologie et apprentissage, je vous remercie, je remercie les organisateurs et je vous remercie tous. N'oubliez pas de prendre les trains qui marchent encore pour rentrer chez vous.